Je vais vous parler d'un sujet que je connais relativement bien, sur lequel j'ai pas mal travaillé, qui est euh, les métapopulations. Et en fait, cela suit les cours les présentations que j'ai fait des aspects spatiaux dans la propagation spatio-temporelle, dans la propagation des maladies, donc les aspects spatio-temporels de propagation des maladies. Et là, je vais vous montrer un mécanisme pour appréhender cette propagation spatio-temporelle des maladies. Je précise qu'il y a d'autres mécanismes pour le faire, je parlerai de certains autres, mais celui-ci, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur et qui, je pensais, très approprié pour un certain nombre de problèmes pratiques auxquels on va être confronté en épidémiologie mathématique. Alors, ce que je vais faire, c'est vous parler des modèles en métapopulation d'abord, comment ça se formule. Ensuite, je vais présenter une analyse, disons, plus ou moins élémentaire des modèles en métapopulation. Ça va quand même prendre un certain temps. Je vais ensuite faire une remarque au niveau de R0, qui est important, en prenant un exemple de centre urbain et de ville satellite, qui se trouve avoir un comportement qui est assez bon, disons, si on veut. Ensuite, je vais vous parler de problèmes spécifiques aux métapopulations, des problèmes que vous ne verriez pas dans un modèle pour une population unique et qui sont spécifiques aux métapopulations. Et enfin, je vais parler un petit peu de stabilité globale avec toujours la même idée que la stabilité globale, c'est pas forcément la chose la plus intéressante à chasser, mais c'est quand même quelque chose qui est important de considérer. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu comment le faire. J'ajoute que je vais aussi, mais dans une petit bout de vidéo que je rajouterai plus tard, parler des aspects numériques. D'accord. Mais pour le moment, je n'ai pas encore fini complètement les transparents à ce sujet. Il y a déjà des transparents, si vous prenez les transparents à ce moment-ci, au moment où j'enregistre, vous verrez les transparents, mais je veux travailler ces transparents un petit peu, donc je les ajouterai plus tard. Donc, la première chose que je vais faire, c'est vous parler de la formulation d'un modèle en métapopulation. Et pour ce faire, je vais prendre des exemples qui sont dans les papiers que je cite ici. Un premier papier que Pauline Van Hendrich et moi avons publié en 2006, ça a remonté un peu. Un papier que j'ai ensuite publié en 2009 et un papier plus récent qui reprend certaines de ces idées, les étend et considère aussi le côté numérique, qui est un papier de 2017. Donc, une première chose sur laquelle je veux insister, c'est le côté juridictionnel des modèles en métapopulation. Dans un sens, ça n'est pas uniquement destiné à ça, mais disons que c'est des modèles qui marchent très bien dans un cadre comme vous voyez ici. C'est-à-dire que ici, je pense à la propagation des maladies comme ayant lieu entre des lieux. Alors, typiquement, je pensais juridiction, c'est-à-dire pays, région, ville, etc. Mais on peut penser à des régions dans l'espace qu'on serait en mesure de délimiter. La grande différence entre les métapopulations et d'autres types de modèles qu'on va voir plus tard, c'est qu'ici on suppose vraiment qu'il y a un fractionnement possible de l'espace euh, qui nous permet de travailler de la manière dont on va travailler. Et quand on pense à la façon dont les choses vont se passer dans ce cadre, on voit qu'en fait on peut découper le processus de mouvement spatio-temporel en considérant ces quatre étapes là que vous voyez que j'ai présentées ici. Alors, maintenant j'arrive à montrer les choses sur l'écran. Euh, donc il y a une phase d'abord de transport et ensuite une phase qui a lieu entre les différents lieux qui sont présents. C'est-à-dire que la maladie va être transportée entre lieux par des individus,
typiquement des humains, mais aussi des animaux, etc. Et ensuite, quand elle arrive dans un lieu, elle va pouvoir être progressivement amplifiée jusqu'au point où elle va sauter dans le lieu suivant. D'accord. Et c'est la répétition de ces mécanismes ici qui donne lieu à la propagation spatio-temporelle des épidémies. Alors, si on pense en termes d'espace discret, parce que ça va être l'essentiel de ce qu'on va faire ici, c'est considérer un espace discret. On peut considérer, comme je disais plus avant, des régions définies proprement par une juridiction. On peut aussi découper l'espace de façon discrète en considérant, comme je l'ai fait ici, là ici vous voyez c'est la région de Toronto, Détroit, ça va jusqu'à New York ici. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai ça s'appelle un diagramme de Voronoi évalué, tous les régions que vous voyez, elles sont centrées autour d'un aéroport. Et la taille de la région dépend du nombre, du volume de voyage qui a lieu depuis la région vers le reste du monde. D'accord. Donc ça, c'est un autre découpage. Mais ce qui va être important, c'est qu'on va toujours regarder un espace discret de ce type. Alors, les principes généraux d'une métapopulation, ça marche comme ça. Vous considérez un nombre de lieux géographiques. Donc ici, je vais considérer P, ce P rond. Je vais appeler ça l'ensemble des lieux. Et on va appeler ça souvent des patchs. Et donc, entre les patchs, donc ces patchs vont représenter des villes, des régions, des pays, des découpages géographiques comme je l'ai fait sur le transparent précédent, un peu ce que vous voulez. Et ce qui se passe dans une métapopulation, c'est qu'on considère ensuite que ces patchs, ce sont les nœuds d'un graphe. Je ne suis pas encore très monsieur météo, je n'arrive pas très bien à faire ça. Donc les patchs sont les nœuds d'un graphe. Et on va voir comment ce graphe et son contenu évoluent au fur et à mesure du temps. Donc, je suppose que les patchs sont les nœuds d'un graphe, et moi, tiens, j'ai de l'anglais qui reste là. Chaque patch contient un certain nombre de compartiments, au sens qu'on a vu dans le cours sur les modèles SIS. Et ces compartiments, je vais supposer que c'est un ensemble C, et que dans chaque patch, il y a un sous-ensemble de ces compartiments qui sont présents. La plupart des modèles qu'on va faire vont avoir les mêmes compartiments présents dans tous les patchs. D'accord. Mais ça n'est pas quelque chose de requis. Donc, par exemple, les compartiments qu'on va considérer, c'est les individus susceptibles à la maladie, les individus infectés par la maladie, les différentes espèces qui transmettent la maladie, etc. Vous verrez. Alors ensuite, on va avec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser les compartiments à se déplacer entre patchs. Et on va noter M, indice C, Q, P, le taux de mouvement des individus du patch C depuis le patch P vers le patch Q. D'accord. Et typiquement, on va supposer qu'il n'y a un mouvement des individus que depuis un patch vers un autre patch. Le mouvement des individus d'un patch vers le même patch est quelque chose qu'on ne considère pas. Bien sûr, il a lieu. C'est important de se rappeler que les gens se déplacent même à l'intérieur d'une ville, mais ce n'est pas un mouvement qui est pris en compte là. En fait, à l'intérieur du patch, on considère qu'on a une population du type des modèles qu'on a vus jusqu'à présent. Donc, ce qui se passe, on suppose également que le mouvement est instantané. Alors ça, on peut le rendre plus général, mais dans ce cours ici, je vais vous parler seulement de mouvement instantané. Mouvement instantané et aussi pas de mortalité ou d'autres événements pendant le mouvement. Donc immédiatement, vous pouvez vous rendre d'un lieu vers un autre lieu. Donc pour tout compartiment, ce que ça définit, c'est un graphe,
digraphe, un graphe orienté, d'accord, avec un ensemble d'arcs. Et ce digraphe correspond à la possibilité, au mouvement d'un compartiment donné. Donc pensez S et I et R, par exemple. Ben pour S et pour I et pour R, je vais avoir trois digraphes séparés qui peuvent être les mêmes, mais qui n'ont pas besoin d'être les mêmes encore. Et ce qu'on va supposer, c'est qu'il y a un arc dans le digraphe si le taux de mouvement est positif, et il n'y a pas d'arc sinon, d'accord? Fortement positif, strictement positif, d'accord? Euh, donc, en fait, on a un ensemble de digraphes, et comme on a cardinal de C compartiment, toute paire P et Q de patch, de lieu, peut avoir jusqu'à cardinal de C, arc allant de P à Q. Donc ce qu'on a, c'est une situation avec un multidigraphe, qui bien sûr est un peu plus compliqué qu'un digraphe normal. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'ensuite, là, je vais d'abord vous montrer comment on formule le modèle en général. Donc, pour formuler le modèle en général, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, par exemple, là, j'illustre pour une population, je vais dire que N, c'est la population totale dans le patch P, P, oui, pardon, et du compartiment C. Si j'ignore la naissance et la mort, alors un peu comme on l'a fait dans les modèles précédents, on va balancer les flux, on va dire que les flux avec un signe positif ici sont ceux qui sont entrants du reste du graphe, vers, enfin des autres lieux vers le lieu dans lequel par lequel on est intéressé. Les flux sortants sont les mouvements depuis le lieu qu'on considère vers les lieux auxquels il est connecté. D'accord? Et vous voyez que le taux de mouvement, donc MCPQ, donc là ça dit aller. Alors rappelez-vous que dans l'ordre, en fait, on part. Donc le premier indice, c'est le compartiment. Le deuxième indice, c'est là où on va. Et le troisième indice, c'est là d'où on vient. C'est une notation qui est peut-être des fois un peu non intuitive, mais qui marche très bien, vous verrez par la suite. Et donc ça dit, ben, prends le nombre d'individus qui sont présents en Q dans le compartiment C, multiplie ça par le taux de mouvement de Q vers P, et ça va donner le flux entrant d'individus. Et tandis que ce terme-ci, il vous donne les flux sortants, et évidemment dans ce cas, il est multiplié seulement par la population en P, puisque les flux sortants s'appliquent aux individus qui sont dans le patch qu'on est en train de considérer, et vers l'extérieur. Donc, une autre façon d'écrire ça, c'est plus compact, c'est avec cette forme ici. Et ça revient à dire qu'en fait, on va considérer que le mouvement, je disais tout à l'heure, qu'on ignore le mouvement d'un patch vers lui-même. D'accord? Donc, ce qui fait que quand j'ai écrit ces équations-là, vous voyez que j'ai exclu à chaque fois le patch P. D'accord? Je regarde tous les patchs auxquels je suis connecté, que ce soit en termes de entrée ou de sortie. Ce que je peux faire aussi, c'est dire que le terme de mouvement d'un patch vers lui-même est en fait moins le terme de mouvement du patch vers tous les autres patchs. Donc si je fais ça, ça me permet d'avoir cette notation beaucoup plus compacte. D'accord? C'est la même équation que j'ai précédemment, mais elle est beaucoup plus compacte, et le seul truc qui se passe, c'est qu'en fait, quand Q est égal à P dans cette somme, eh bien, je remplace un terme positif qui revient à dire les termes d'entrée, je remplace ça par ce terme négatif qui représente les flux sortants depuis le patch. Et donc en faisant ça, j'ai une équation qui est beaucoup plus compacte. Alors, ce qu'on va considérer, il faut que je remette cette figure à jour, ici je vais principalement considérer en fait un B constant. Mais de toute façon, on pourrait faire le même raisonnement que je vais vous présenter avec un B qui dépend de la taille totale,
ou avec d'autres fonctions de naissance un peu plus compliquées, mais pourvu qu'elles soient quand même relativement bien, qu'elles se comportent relativement bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer un modèle SLIR, on a déjà vu ça dans un cours précédent, et je vais utiliser ça dans chacun des compartiments. D'accord. Alors, si je veux écrire le modèle le plus simple que je vais pouvoir faire, c'est un modèle de cardinal de P de patch, euh, qui est un modèle donc SLIR comme on a vu précédemment. À part que ce qu'on va faire, c'est que vous voyez ces termes en rouge là. Donc si je n'autorise pas de mouvement, ce que j'ai, c'est cardinal de P, lieu déconnecté, d'accord, entre lesquels il n'y a pas de mouvement, et chacun de ces lieux est régi par une équation différentielle, un système d'équations différentielles ordinaire qui décrit le mouvement entre les lieux. Mais ce que je fais, c'est que je rajoute ce terme de couplage, comme je l'avais dans le transparent, il y a quelques transparents quand j'expliquais comment on pouvait faire la démographie. Mais là, j'ai coupé, si vous voulez, ce n en plusieurs. Et donc, j'ai un modèle avec un modèle SLIRS avec les termes en rouge qui décrivent le mouvement des individus entre les différents patchs euh, et les différents types de mouvements. Parce que vous voyez qu'ici, le taux de mouvement, par exemple, MSPQ, et celui-là est MLPQ. Donc ça dit taux de mouvement des individus susceptibles entre le patch Q et le patch P, tandis que ça représente le taux de mouvement des individus latents, et ça des infectieux, et ça des remis, des guéris. D'accord. Donc ce sont des mouvements différents, potentiellement différents. On ne va pas toujours les considérer comme différents, mais on a cette possibilité. Donc le modèle est très simple. On va prendre une incidence assez simple. Alors là, ce que je fais, c'est juste un petit truc. Je divise par n à la puissance qp, et qp, j'autorise à prendre la valeur 0 ou 1. Donc c'est simplement pour dire que très facilement, avec cette forme d'incidence ici, je peux soit avoir une loi d'action de masse si je suppose que qp est égal à 0, soit une incidence standard si qp est égal à 1. D'accord. C'est juste un moyen de dire, bon, je peux prendre les deux modèles sans problème. Donc vous voyez ce modèle assez simple. Alors, je précise, il est relativement simple. Il contient quand même 4 fois cardinal de P équation. Donc c'est ce qu'on appelle un grand système d'équalifs. Vous pouvez penser à cardinal de P si par exemple je veux faire un modèle entre les pays du monde. Cardinal de P serait à peu près 200 pays à l'ONU, donc ça serait 800 équations différentielles dans ce cas. Et on peut rendre P beaucoup plus grand, enfin un cardinal de P beaucoup plus grand, si on considère des plus petites juridictions. Là, je vous présente, j'ai dû réduire un peu la taille de l'équation parce qu'elle dépassait complètement, je suis désolé. Donc ça, c'est un modèle qui est une variation sur le modèle précédent. Il est assez similaire. On reviendra sur ce modèle aussi. Enfin, ce modèle par rapport au modèle que je vous ai présenté avant, il y a une différence qui est que on a ici cardinal de P encore patch, mais on a aussi cardinal de S espèce. Donc en fait, on suppose que dans chaque patch, il y a un ensemble d'espèces différentes et que ces espèces sont plus on a, vous voyez, SLIR. Okay, donc ces espèces peuvent avoir 4 états épidémiologiques chacune, et on en a cardinal de S différentes. Alors l'incidence ici, donc ça c'est des modèles que j'ai publiés avec Pauline Van Hendrich et des collaborateurs il y a quelques années. C'est un modèle un peu plus compliqué. Alors vous voyez qu'ici la fonction d'incidence, elle est plus compliquée qu'elle était ici. Alors ici la fonction d'incidence est tout à fait classique, d'accord, à part pour ce Q que j'ai mis. Il n'y a pas de différence avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ici, là, ça devient un peu plus compliqué parce que vous voyez qu'il y a une somme. Et il faut réfléchir à ce que ce modèle dit. Ce modèle dit, dans un lieu donné,
j'ai un certain nombre d'espèces qui sont présentes. Et donc, bien sûr, quand je veux savoir comment l'infection se transmet entre les différents individus présents dans le lieu, eh bien, je dois prendre en compte le fait qu'il y a plusieurs espèces présentes dans le lieu. Donc, le taux là, vous voyez, le bêta SKP, ce qu'il fait, c'est qu'il met en relation un certain nombre, les individus donc de l'espèce S et dans le patch P, avec les infectieux de toutes les espèces présentes dans le patch P. D'accord. Donc ce taux d'incidence est un peu plus compliqué que ce qu'on a vu jusqu'à présent parce que il mélange les différents groupes qui sont les différentes espèces qui sont présentes. Enfin, voici un dernier type de modèle, classe de modèle, ok. Euh, c'est ce qu'on appelle les modèles avec résidents voyageurs. Alors ça, c'est à vrai dire ce modèle qui avait été introduit par Sattenspiel et Dietz. Donc j'ai déjà parlé de Dietz plus tôt dans le cours. Euh, c'est quelqu'un qui avait fait des travaux conséquents en épidémiologie mathématique. Et voici un modèle produit par lui. Et ensuite, avec Pauline, en fait, on a débloqué ce problème, plus ou moins. Et donc, voilà. Alors, c'est un modèle qui est assez similaire à celui qu'on avait avant, à part qu'ici, on suppose qu'il y a des résidents et des voyageurs. D'accord? Alors, les résidents, ce sont les individus avec le même indice P. Par exemple, donc là, si vous avez SPQ, en fait, vous auriez SPP. Donc, les résidents, ce sont les gens qui sont résidents, pardon, les résidents présents chez eux, ce sont les gens avec l'indice SPP. Donc, le premier indice, c'est le lieu où vous résidez, et le deuxième indice, c'est le lieu où vous êtes à ce moment précis. Donc, l'avantage d'un modèle comme ça, c'est que ça nous permet de tracer, de savoir qui sont les individus qui sont en ce moment en voyage, qui sont dans un lieu. Parce que, et ça c'est une remarque importante, si vous pensez aux deux types de modèles que je vous ai présentés précédemment, celui-ci ou celui-ci, disons on va prendre celui-ci, c'est le plus simple, quand vous êtes sujet à cette mobilité, quand vous arrivez dans un nouveau patch, okay, vous partez du patch P par exemple et vous allez au patch Q. Mais quand vous devenez membre du patch Q, vous êtes jusqu'à ce que vous bougiez de nouveau, si vous bougez de nouveau, vous êtes résident à présent du patch Q. D'accord. Donc, c'est des modèles qui, bon, ils ont tout à fait leur utilité, c'est pas ce que je dis, mais ils permettent pas de suivre très finement le devenir des individus. Alors que dans un modèle comme celui-ci, comme on tag les individus par rapport à là d'où ils viennent, ben on est en mesure de les suivre. Donc ça, c'est des modèles qui sont très intéressants. Par exemple, moi j'ai utilisé ça avec des collaborateurs pour les problèmes liés aux événements de masse. Parce que, par exemple, vous pensez à la Coupe du Monde de foot, ou vous pensez à des pèlerinages religieux. Ce qui est important dans ce genre de contexte au niveau de l'épidémiologie, c'est qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout, qui se rendent dans un lieu donné, qui passent un certain temps, qui peuvent se transmettre des infections, mais qui ensuite rentrent chez eux. Et par exemple, ce qui pourrait arriver, c'est une situation où il y a des individus qui viennent d'un lieu du monde qui est sujet à la propagation d'une maladie, ils rencontrent d'autres personnes, et ces autres personnes ont ensuite ramené la maladie chez eux. Donc c'est important. Et si c'est une information dont on a besoin, pas toujours, mais si c'est une information dont on a besoin, bien c'est pratique de savoir ça. Et de façon générale, on peut penser au modèle métapopulation comme étant résumé par ces équations que vous avez là. Donc ici, je vais faire ça de façon très générique, et on reviendra sur ça un peu plus tard. Mais je regarde ça de façon très générique, je dis, bon, ben, en fait, mes compartiments, ils sont de deux types. Il y a les compartiments non infectés, que je mets dans l'ensemble U, et les compartiments infectés, que je mets dans l'ensemble I.
C'est tous les compartiments, d'accord? Donc l'union, c'est l'ensemble de compartiments et on est soit non infecté, soit infecté. Et ensuite, bien pour tous les individus qui soient non infectés, pour tous les individus infectés et pour tous les patchs, on a des équations qui décrivent la dynamique. Et ces équations, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles couplent une dynamique interne au lieu, d'accord, qui sont ces fonctions de K et de P et de L et de P, et une dynamique de mouvement entre les lieux. D'accord. Bon, je reviendrai sur ça plus tard, mais ça c'est une façon de regarder la plupart des problèmes en métapopulation que vous verrez dans ce cours, mais que vous verrez aussi si c'est des équilibres ordinaires, ben, vous pouvez essentiellement les écrire sous cette forme. Alors maintenant, comment on analyse ça? Ça va nous occuper un petit moment. Pour illustrer la chose, je vais prendre ce système ici, donc le modèle le plus simple, ok, le modèle avec juste P compartiments, cardinal de P compartiments, SLIRS, tout à fait classique, avec bon, les compartiments plus les taux de mouvement, mais je vais prendre une incidence, à vrai dire je vais spécifier un peu plus même plus tard pour l'analyse, mais je peux m'en tirer pour le moment sans vraiment dire quel type d'incidence je veux. D'accord. Donc, comme j'indique ici, c'est un système de 4 P, 4 cardinales de P équations. C'est un grand système, comme j'ai déjà remarqué, et c'est beaucoup d'équations. D'accord. Mais en fait, ce qui est important de savoir avec une métapopulation, c'est que c'est des grands systèmes, mais qui ont énormément de structures. D'accord. Ce n'est pas 4 cardinales de P équations. C'est cardinal de P copie de 4 équations. D'accord. Et la dynamique typiquement des 4 équations est bien connue. En général, elle est bien comprise. Et en plus, on les couple, bon, dans le modèle que je montre pour le moment, on les couple de façon linéaire. D'accord. Donc on a un système qu'on comprend relativement bien, qui est répliqué cardinal de P fois, mais qui est en plus, il est répliqué, il est couplé, mais le couplage est linéaire. D'accord. Donc c'est un cas, si je vous donnais, mettons l'exemple que je donnais tout à l'heure, 200 pays, 800 équations, si je vous donnais 800 équations différentielles ordinaires sans beaucoup de structure à analyser, vous auriez beaucoup de mal. Mais ici, puisque j'ai cette propriété de répétition du même type d'unité, c'est quand même un cas très, très pratique, très, très agréable. D'accord. Et je vais souligner que c'est un cas, comme je l'indique là, euh, où vous allez voir des applications très agréables, disons, de l'analyse matricielle. D'accord. Donc, je donne toujours cet exemple quand je fais des cours sur les métapopulations, qui est en général ce sur quoi je fais le plus de cours. Je précise toujours, par exemple, quand il y a des collègues qui ne connaissent pas vraiment le sujet, je dis que c'est un terrain de jeu idéal si vous faites des cours d'algèbre linéaire, parce que il y a une connexion avec l'algèbre linéaire qui est très forte. Alors, parlons d'algèbre linéaire, donc oui, je vais utiliser un certain nombre de définitions et de notations que je précise ici. Donc, bon, je vais noter comme ceci les matrices carrées. En général, je ne vais pas utiliser cette notation-là, mais on pourrait l'utiliser. D'accord, je vais typiquement marquer Mn2R. Le seul avantage à utiliser cette notation, c'est que je vais aussi noter un peu imbécilement Mn pardon, une matrice que vous verrez bientôt. On va dire qu'une matrice, je vais noter, alors je précise, cette notation un peu, elle est justement pas très analyse, algèbre matricielle, elle est plutôt analyse fonctionnelle. Euh, donc moi je note m plus grand ou égal à 0 pour une matrice, si tous les MIJ sont plus grands ou égaux à 0. Et donc je note que si avec cette condition-là, je pourrais avoir la matrice nulle, elle serait quand même
elle aurait cette propriété. Je note strictement plus grand que 0, une matrice qui est non négative et qui du reste a au moins un élément positif, strictement positif. D'accord. Et ça, donc je précise, si vous regardez des bouquins d'algèbre linéaire, en général, on note comme ceci, avec plus grand ou égal à 0, une matrice que moi je note comme ceci. Et on note comme ceci une matrice que moi je note comme ceci. D'accord. Moi je vais dire qu'une matrice est fortement positive si elle est à entrée strictement positive. Toutes les entrées sont strictement positives. Et on utilise la même notation pour les vecteurs. Ensuite, je vais noter sigma de m, le spectre de la matrice, donc l'ensemble des valeurs propres. Je vais noter ρ de m, le rayon spectral, qui est le maximum des modules des valeurs propres de la matrice. Je note S de m, l'abscisse spectrale ou le module de stabilité de la matrice, qui est cette fois-ci le maximum des parties réelles des valeurs propres. D'accord. Donc, en termes de stabilité des équations différentielles ordinaires, si on veut qu'un équilibre soit localement asymptotiquement stable, il faut que son module de stabilité soit strictement négatif. D'accord. Et enfin, je vais dire qu'une matrice est une M-matrice si c'est ce qu'on appelle une Z-matrice, donc une matrice dont les éléments non diagonaux sont négatifs ou nuls, et qui est telle qu'elle puisse s'écrire sous la forme S fois l'identité, moins A, avec A, une matrice qui est, dans ce cas, non, ce qu'on dirait une matrice non négative, d'accord, et avec le S qui soit plus grand que le rayon spectral de cette matrice qu'on utilise. Je ne vais pas vraiment expliquer pourquoi. Je précise qu'on a déjà vu ça dans un sens, parce que quand je parlais de la méthode de Van den Riche et Whatmore pour caractériser R0, les matrices M sont utilisées abondamment là. Et pour la petite histoire, une matrice est M si elle est moins euh, si elle est moins Metzler, donc qui est une autre type de matrice. Alors, comme on l'a fait déjà dans d'autres cas, ce qu'on va faire d'abord, c'est regarder comment se comporte la population totale dans le système. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on note que dans un patch donné, la population totale, c'est la somme des variables d'état des variables d'état là. Et donc, on obtient, en additionnant les termes de droite de toutes les équations, ces termes-ci, et vous voyez que la plupart des termes s'annulent. Et en fait, en fin de compte, on se retrouve avec cette expression ici, qui est le taux de naissance moins d fois la mortalité, pardon, moins d, moins la mortalité fois la population totale dans le patch, plus cette double somme, qui est la somme pour tous les états épidémiologiques, et la somme pour tous les patchs des termes de la forme mx, donc x étant l'état épidémiologique, PQ fois XQ. D'accord. Plusieurs fois dans ce cours, c'est que je vais passer de cette forme que j'ai écrite ici à une forme matricielle de la même écriture. Il faut écrire cette équation. Rappelez-vous que donc cette équation elle est valable pour chaque n. J'ai une équation comme telle. D'accord. Donc là, l'idée c'est que je vais transformer cet ensemble de p cardinal de p différentes équations. Je vais les transformer en une équation unique sous forme matricielle. Et je fais ça en définissant les vecteurs qui sont dans une dans une certaine mesure, les distributions discrètes, évidemment, de nombre d'individus, par exemple ici, dans les différents patchs, ou bien le nombre d'individus dans les différents patchs, dans les différents compartiments. Donc ça, c'est le nombre total d'individus dans chaque patch. Et ça, c'est comment, pour x égale s, i, s, l, i, r, comment ces individus sont répartis dans les différents patchs. Je note aussi B,
le vecteur de naissance, je vais le noter juste, oh, ça devrait être un petit b ici, pas un grand B, d'accord? Je vais prendre le vecteur de naissance comme ça. Et enfin, je vais dire que D, la mortalité, et MX, d'accord, cette matrice que j'ai notée ici, sont des matrices carrées. Donc D, le vecteur de la matrice de mortalité, c'est une matrice diagonale où les éléments diagonaux sont les taux de mortalité dans les différents patchs. Et la plus importante, c'est cette matrice ici, la matrice de mouvement. Donc, je vais appeler matrice de mouvement cette matrice ici, qui est, pour un compartiment donné, une matrice qui a sur la diagonale les termes effluents, d'accord? C'est les termes qui décrivent le taux auquel les individus dans le compartiment C se rendent vers tous les autres patchs. Et dans les termes non diagonaux, hors diagonale, ce sont les termes d'entrée des autres patchs vers là. Donc cette matrice, elle va jouer un rôle fondamental, et c'est parce que cette matrice a des propriétés très très importantes et très, enfin, qu'on arrive à caractériser, que on arrive à conduire une analyse pratiquement comme si on était en train d'analyser un système dans un seul lieu. Donc cette matrice, je vais vous donner deux séries de propriétés. Ces propriétés-là, les premières sont les plus simples. Donc la première constatation, c'est que 0 est dans le spectre. Donc ça, c'est facile à voir. Si vous prenez cette matrice et vous faites la somme des colonnes, vous voyez que toutes les colonnes somment à 0. Et comme toutes les colonnes somment à 0, on sait que 0 est dans le spectre. Elle a 0 correspond au vecteur propre à gauche qui a que des 1. Et ça vient encore de la somme des colonnes. Ensuite, moins m, si on prend le négatif de cette matrice, c'est une matrice M, comme je disais avant, une matrice de Minkowski, ça s'appelle, une matrice M singulière. Et oui, bon, ça je l'ai noté, mais aussi 0, c'est l'abscisse spectrale de la matrice. C'est-à-dire que c'est la plus grande valeur propre. C'est la plus grande valeur propre de la matrice, d'accord? Pardon, la plus grande partie réelle de valeur propre de la matrice. Donc toutes les valeurs propres sont à partie réelle plus petites que 0, plus petites ou égales. Alors attention, ça va être un peu compliqué des fois. Et si du reste on suppose que la matrice est irréductible, donc en d'autres termes, le graphe qui correspond à la matrice, donc le graphe du compartiment C, est fortement connexe. Si ce graphe est fortement connexe, alors l'abscisse spectrale, 0, a multiplicité 1. D'accord? Donc dans ce cas, 0 est une valeur propre de multiplicité 1. Et ça, c'est seulement dans le cas où le graphe de connexion est fortement connexe, où la matrice MC est irréductible. Alors, comment on utilise ça? Je vais vous montrer plusieurs cas. Alors, le cas sympa, on va dire d'abord, c'est le cas où tous les mouvements sont égaux. Enfin, les mouvements sont égaux pour tous les compartiments. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être tous égaux entre eux. Mais pour toutes nos matrices, en fait, elles sont égales à la même matrice. Donc, le taux de mouvement des individus susceptibles de A vers B, ou P vers Q, disons, est le même pour tous les types d'individus. Bien, si on fait ça, en fait, ce qu'on voit, c'est que les choses se simplifient grandement, et on peut sortir de la somme qu'on avait avant, ici, là, on peut sortir la matrice M, ce qui nous fait qu'on a la somme des états, mais la somme des états épidémiologiques, c'est la population totale dans le patch. Et donc, en fait, on obtient cette équation différentielle vectorielle. Ok, donc N est un vecteur, B est un vecteur, D est une matrice, N est un vecteur, M est une matrice et N est un vecteur. Mais ça s'analyse en faisant attention de la même manière qu'une équilibre ordinaire toute simple. Et donc, en fait, je vois que j'ai cette équation, je cherche des équilibres.
Donc, pour trouver les équilibres, je résous n' égale 0. Quand je résous n' égale 0, j'obtiens ceci. Je vais réarranger les choses, donc je vais passer le dn et le mn à droite du signe égal. J'obtiens d-m fois n fois b égale b, pardon. Et donc, ça, je sais que si cette matrice ici, parce que rappelez-vous que D est une matrice aussi, matrice diagonale, si cette matrice est inversible, eh bien je vais avoir n étoiles, l'équilibre de la population, qui va être égal à d-m inverse fois le vecteur de naissance. C'est pareil, on peut évidemment écrire dans l'autre sens. Comme d'habitude, si je bouge les choses de l'autre côté, j'obtiens la même chose. Donc la question à ce stade, c'est est-il possible d'inverser cette matrice? D'accord? Donc j'ai ce résultat si les choses marchent bien, mais ce résultat est-il vrai? Et pour ça, voici d'autres propriétés de la matrice de mouvement. Et donc là, je prends une matrice de mouvement, mais après, je prends une matrice diagonale. Arbitraire. D'accord? Selon ce que j'impose sur la matrice diagonale, je vais avoir des résultats différents. Donc, vous voyez que ça, c'est un premier résultat qui est très important et qui est très utile, qu'on va utiliser plusieurs fois, qui est que si j'ai une matrice de mouvement et que je la perturbe sur la diagonale en lui ajoutant une constante fois l'identité, eh bien, ce que je fais, c'est que je shift, je translate l'abscisse spectrale de la valeur dont je perturbe la matrice. Donc rappelez-vous que la matrice d'origine, la matrice de mouvement, elle a une abscisse spectrale égale à 0. Eh bien, si je lui ajoute d fois l'identité, l'abscisse spectrale devient d. Euh, bon, j'ai plusieurs propriétés comme ça, je ne vais pas passer trop là-dedans. Celle-ci est intéressante. Si je prends une matrice diagonale, parce que rappelez-vous, D est une matrice diagonale, mais si je prends une matrice diagonale dont toutes les entrées sont positives, alors D-M se trouve être une M matrice non singulière, et son inverse est une matrice non négative. D'accord? Et enfin, si M est irréductible et que la matrice D est diagonale, mais elle est là, rappelez-vous cette notation, je l'autorise à avoir des éléments diagonaux potentiellement nuls, et bien dans ce cas, la matrice D-M, c'est une matrice M encore, non singulière, mais cette fois-ci elle est irréductible. L'irréductibilité vient de M, d'accord, elle est irréductible, et elle est aussi à inverse fortement positif. D'accord? Donc on va voir comment utiliser ça. Donc revenons à notre problème. Est-ce que, je vous rappelle ce qu'il est, donc l'idée c'est de savoir si cette matrice D-M inverse existe. Donc pour savoir ça, je regarde comme ça, je fais une translation du spectre, comme j'avais annoncé avant. Donc je vais prendre l'abscisse spectrale, le S-D, d'accord? Mais D, je vais prendre le minimum des éléments dans la matrice de DC. Et en fait, ça nous donne une constante, une contrainte intéressante, c'est que en général, pour que la population totale se comporte bien, en général, on va vouloir ça, il faut que tous les taux de mortalité soient strictement positifs. Mais si c'est le cas, notre matrice M-D est non singulière, et vous pouvez supposer qu'ils sont tout petits. Okay, rien ne vous oblige à les prendre grands, mais vous devez supposer qu'ils sont positifs. Si vous faites ça, eh bien vous avez un équilibre unique pour la population. Rappelez-vous, le n star, n étoile, c'est la population totale dans chaque patch. Alors, ensuite, bon, il y a plusieurs étapes dans une analyse. D'abord, je viens de caractériser l'existence de ce n étoile, mais la question c'est, bon, est-ce que les solutions y vont? Okay. C'est un système linéaire, mais les solutions pourraient faire des spirales qui s'éloignent de cet équilibre, elles pourraient faire toutes sortes de choses, d'accord? Et donc pour ce faire, ben, en fait, je vais regarder cette fonction, là je vais prendre le terme de droite et je vais l'appeler f,
Et je vois que quand je calcule cette dérivée, bien j'obtiens m-d. D'accord? Puisque ce terme-là est constant, donc il disparaît par rapport à f, à n, ok, si je dérive par rapport à n. Donc ce terme-là disparaît et j'obtiens donc c'est m moins d ici. Et comme j'ai supposé que d était non singulière, on a fait les translations et tout ça, et bien dans ce cas, mon spectre translate vers la gauche. Rappelez-vous que l'abscisse spectrale de m est 0. Eh bien, ce que je fais quand j'enlève d, c'est que je bouge les choses vers la gauche par cette valeur petit, le minimum des d. Et comme j'ai supposé qu'ils étaient tous positifs, le minimum des d est positif. Donc la translation vers la gauche me décale bien d'au moins dp pour le sigma. Et donc, ce que j'ai, c'est que l'équilibre n étoile, il est attractif. Donc les solutions vont vers cet équilibre. Je vais passer très rapidement sur ça, c'est juste pour indiquer, alors je parlais au début du cours sur les modèles SIS, des modèles compartimentaux, et voilà un bon exemple d'application des modèles compartimentaux. Donc là, ce que vous voyez, c'est un résultat de Jacques, enfin non, c'est un résultat qu'on a dérivé d'un résultat de Jacques, avec Gauthier-Salé, on avait travaillé sur ça un moment, c'est pas vraiment publié, c'est pas publié, je pense, mais bon, ça se déduit très facilement du résultat de Jacques, et ça revient à dire que se passe-t-il quand on a une matrice qui n'est pas irréductible. Donc, si la matrice est réductible, donc le graphe associé n'est pas fortement connexe, il y a des composantes connexes qui sont de taille plus... Enfin, il y a plus que deux composantes, il y a plus qu'une, strictement plus qu'une composante fortement connexe. Euh, et donc, dans ce cas, en fait, on arrive à réduire le problème. Ce que ce théorème vous dit, c'est que vous pouvez réduire le problème, en fait, en un ensemble de problèmes plus petits dans lequel on sait ce qui se passe. Et ça nous permet en particulier de dire quelle est la multiplicité du rayon de l'abscisse spectrale 0 en fonction donc, du nombre d'ensembles minimo-absorbants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais allez voir le papier de Jacques si jamais vous verrez d'où ça vient. Alors maintenant, voilà un cas un peu moins cool. Euh, et je le mets ici parce que chaque fois j'ai tendance à regarder ça et puis j'arrive à un moment et je me dis oh mais c'est bien et en fait je me rends compte après que ça n'est pas bien. Donc voilà, je l'explique ici. Donc je vous rappelle que ce qu'on a vu c'était que si toutes les matrices de mouvement étaient égales, ben, les choses se déroulaient bien. Maintenant supposons qu'elles sont pas égales, on va quand même supposer qu'elles ont des bonnes propriétés, qu'elles sont similaires pour tous les compartiments. Donc ça, c'est, je suppose qu'en fait, on a les mêmes arcs qui sont présents ou absents dans tous les graphes, pour tous les différents compartiments. Donc, SLIR ici. Euh, et donc, on peut faire des matrices bornes, plus ou moins. D'accord? Donc, la borne inf, je vais la prendre comme étant le minimum des termes hors diagonaux des différentes matrices. Euh, et je vais prendre le maximum des termes diagonaux des matrices. Et pour la borne sup, je vais faire l'opposé. Je vais prendre le max des éléments non diagonaux et le minimum des éléments diagonaux. D'accord. Quand je fais ça, j'obtiens une équation une inclusion différentielle. C'est-à-dire que la solution n', enfin le terme n' est inclus entre ces deux systèmes. Et donc, de temps en temps, je me dis, ah, c'est chouette. C'est une inclusion différentielle. Donc, ce que je sais si j'utilise ça, c'est que, en fait, comme c'est le système linéaire, ben, la solution de n de cette équation différentielle, elle serait comprise entre la solution des équations différentielles ici et là. Le seul problème, c'est que très rapidement, je reviens à la réalité. Et
se rend compte qu'en fait, ces matrices borne sup et borne inf, c'est pas des matrices de mouvement. Donc les sommes des colonnes ne sont pas zéro, etc. Et donc toutes ces jolies propriétés qu'on a dérivées, elles n'ont pas lieu. Et comme elles n'ont pas lieu, ben en fait ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que cette solution ici, elle tend vers moins l'infini, cette solution ici, elle tend vers plus l'infini. Donc ça ne m'apporte pas grand-chose parce que je viens de essentiellement borner mon problème entre deux choses euh, qui sont pas très intéressantes. Mais on peut faire des choses, d'accord? Donc il faut quand même se rendre compte qu'il est tout à fait possible de faire des choses. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire sans faire plus d'hypothèses. Donc le premier, c'est l'équilibre sans maladie. Donc ce qu'on fait, on fait comme on a toujours fait jusqu'à présent dans ce cours. Je veux calculer les équilibres sans maladie. Et donc ce que je fais, c'est que je suppose qu'il n'y a ni latent ni infectieux. D'accord. Dans ce cas, le taux de transmission sigma p est égal à zéro. D'accord. Et donc j'ai un ensemble d'équations différentes, d'équations algébriques à résoudre pour S et pour R. Okay, j'ai pas fait de supposition pour le moment pour R. On va voir qu'en fait on l'obtient en faisant cette supposition sur LI. Euh, donc, encore une fois, on repart en algèbre linéaire. On prend une forme vectorielle, exactement le même genre qu'on avait fait avant, à part que maintenant, bon, je vais devoir rajouter un vecteur pour S et un vecteur pour R. Je vais devoir rajouter un vecteur pour nu étant le taux de perte de l'immunité. Donc, nu, je vais en faire une matrice. D est une matrice comme avant. D'accord. B est, comme précédemment, un vecteur. D est une matrice diagonale. Nu aussi est une matrice diagonale, en fait. Euh, et donc, j'ai un système de deux équations. C'est des équations vectorielles, d'accord? Donc, il n'y a que des vecteurs. Euh, mais ça se résout pas mal. Donc, commençons par R. Vous voyez que si vous prenez cette deuxième équation, ben vous cherchez le zéro toujours, donc vous cherchez ça. Et ce que vous voyez, c'est que vous pouvez l'écrire sous cette forme ici, là. M moins. Alors, on avait, si vous vous rappelez l'étape avant, on avait supposé que tous les M étaient égaux à MR, etc. Ils étaient égaux à M. Bon, ici, maintenant, j'ai un MR parce que c'est le taux de mouvement des individus humains, mais ça marche pareil, d'accord? Après, je lui retire nu, le taux de perte d'immunité, et D, et j'ai écrit ça égale à zéro. Donc, en fait, je vais avoir une solution unique R égale 0 si cette matrice est inversible. Est-ce que cette matrice est inversible? Ça rappelle quelque chose. Le coup avant, on avait regardé M moins D, là on regarde MR moins nu moins D. Ben, on fait pareil qu'avant. On fait une translation du spectre. Et là, maintenant, on est encore dans une meilleure situation qu'on était avant parce que maintenant, on est en train de regarder le minimum de nu plus d. Donc là, ce minimum, il va être le minimum lui-même, il va être plus grand que zéro euh, si la somme des deux choses est plus grande que zéro. Donc, vous pourriez avoir, par exemple, une mortalité nulle dans un patch compensée par une perte d'immunité non nulle, ou une perte d'immunité nulle et une mortalité non nulle, ça vous donnerait quand même quelque chose de positif. Donc, quand vous soustrayez, vous faites une translation vers la gauche des valeurs. Et donc, à l'équilibre, quand on suppose que L et I sont 0, ben on récupère que R égale 0 et l'unique équilibre de cette équation en R. Et du reste, on récupère de la même manière qu'on l'a fait avant, le fait que la limite de R de t est égale à 0. Donc, exactement le même raisonnement qu'on a fait précédemment pour ça. Et donc, en l'équilibre sans maladie, on a L égale I égale R égale 0.
Mais ça veut dire que pour récupérer l'équilibre sans maladie, il n'y a plus que S à regarder. Et quand je regarde S, regardez ce que je vois, ben, je vois la même matrice qu'avant. Maintenant, il y a un S ici, mais c'est la même matrice qu'avant. Donc là, je fais la même chose que j'ai fait quand je regardais la population totale. Je trouve donc, par conséquent, sous les hypothèses assez génériques, que l'équilibre sans maladie est donné par cette quantité ici, donc D-ms inverse fois B pour S et les trois autres étant 0. Je peux aussi calculer l'équilibre sans le R0. Alors pour le R0, j'utilise la méthode de Van Dendrich et Wetmore, d'accord. Et donc je forme un vecteur qui comprend les états infectés. Donc dans un modèle SLIR, c'est seulement les états L et les états I. Voilà mon vecteur des états infectés ici. Et je considère le système F-V. D'accord. Je considère où F sont les nouvelles infections et V, avec un signe moins, tous les autres flux dans le système. Donc là, j'ai deux vecteurs euh, que je vais différencier maintenant, évaluer en équilibre sans maladie. Et quand j'obtiens ça, je vais obtenir ma matrice F et ma matrice V. F fois V inverse va me donner la matrice de prochaine génération, et le rayon spectral de cette matrice va être le R0. Donc voyons ça. Quand je différencie par rapport aux variables infectées, j'obtiens que la dérivée du vecteur f, elle est donnée par cette matrice ici. Alors vous voyez déjà qu'il y a tout un bloc de 0 en bas, puisqu'il n'y a pas... Ça décrit le fait que tout ce bloc de 0, il vient du fait qu'il n'y a pas d'entrée dans I. Les individus infectieux, les nouveaux individus infectieux, ils entrent dans L. Donc L, c'est les premières variables qu'on a là. D'accord. Et donc ça, c'est la dérivée par rapport au L et par rapport au I. Mais ça, c'est ce qui correspond au terme d'entrée dans les compartiments L. Alors ensuite, on remarque en plus que quand on prend les termes d'infection et que on les dérive dans un autre patch, rappelez-vous que la notion, c'est que l'infection, elle a lieu que dans le patch où vous êtes. Vous n'infectez pas les individus lointains, vous infectez les individus qui sont présents avec vous. Mais dans ce cas, ce que ça veut dire, c'est que toutes ces dérivées partielles, quand l'indice n'est pas le même en haut et en bas, elles sont égales à 0. Et donc notre matrice DF, c'est une matrice par bloc avec deux matrices diagonales. Okay, où les indices sont les mêmes. Okay, indice même. Et tout le reste étant des zéros. Si, en plus, on regarde ce qui se passe en l'équilibre sans maladie, que ce soit avec une loi d'action de masse ou avec une incidence proportionnelle, on trouve que, bon, d'abord on trouve une forme précise pour certains cas, mais en tout cas, dans les deux cas, on trouve que la dérivée de la fonction d'incidence par rapport aux variables L, d'accord, que ce soit pour l'incidence en action de masse ou pour l'incidence standard, on voit qu'elle est égale à 0. Donc en fait, ce premier bloc de 0 diagonale là qu'on avait, euh, il disparaît. Et tout ce qui nous reste, c'est cette matrice diagonale ici. Ensuite, on fait la même chose par rapport à la différenciation, par rapport aux variables V pour V, d'accord. Et on obtient que c'est cette matrice. Donc là, vous voyez, il y a la diagonale. C'est une matrice diagonale qui a epsilon, c'est le temps moyen d'incubation, D, c'est la mortalité. Epsilon, gamma, c'est le taux de guérison. Et voilà. Et donc, vous voyez que les matrices M, le mouvement, elles apparaissent là-dedans. Celle-ci, bloc triangle, deux, enfin, deux blocs, ça,
fait, on trouve l'inverse facilement comme ça. Et avec ce terme-là, V2,1, qui est un terme assez abominable, mais qui se calcule facilement. Alors rappelez-vous que, donc, ici, cette matrice-là, elle est facile. Ici, là, on a on soustrait une matrice de mouvement, donc c'est pas facile. Et ensuite, ben, on a nos matrices F et V, et on peut calculer l'opérateur de prochaine génération, la matrice de prochaine génération, et avec cette matrice, ben, on va calculer le R0. Donc on calcule F fois V inverse, et en fait on se rend compte que F fois V inverse, elle a cette forme, et bien sûr ça c'est une matrice bloc triangulaire supérieure. Étant une matrice bloc triangulaire supérieure, ses valeurs propres non nulles, parce qu'il y en a plein qui vont être nulles, mais ces valeurs propres non nulles vont venir de cette matrice-là. Et donc pour le rayon spectral, on a juste besoin de calculer ça. Alors juste, vous voyez l'expression, euh, c'est pas trivial, ok, je précise, et la plupart du temps, très très rarement, en fait, on va arriver à trouver une forme explicite pour R0. On l'avait fait avec Pauline dans quelques cas où on savait comment ça marchait, mais c'est en général très très compliqué. Mais vous avez quand même une forme que vous pouvez utiliser. Si vous avez les paramètres pour remplir les matrices, ben, vous pouvez remplir les matrices. Et donc on obtient la stabilité asymptotique locale de l'équilibre sans maladie, en disant que si R0 est défini comme tel, alors l'équilibre sans maladie, qu'on a déjà calculé, est localement asymptotique, stable si R0 est plus petit que 1 et instable si R0 est plus grand que 1. Alors une petite remarque avant d'aller plus loin, je précisais que quand même savoir ce qui se passe avec R0, ça ne va pas vous aider pour tout. Et donc, ça c'est un papier sur lequel j'avais travaillé il y a quelques années maintenant, euh, où on s'était intéressé à la dynamique urbaine, enfin la dynamique d'une maladie entre un centre urbain grand, à peu près 800 000 habitants, et des petits centres urbains dits satellites qui sont plus petits. Donc là sur la carte, vous voyez, ça c'est Winnipeg, là où je viens. Une des villes qu'on a considérées est ici, c'est une espèce de ville dortoir de Winnipeg. Une autre ville est ici, et enfin il y a une ville qui est quelque part par ici, qui n'apparaît pas sur la carte là. Et donc l'idée c'est d'essayer de comprendre la dynamique d'une maladie qui est dans un système qui est comme ça, avec une très grande disparité de taille entre les différentes unités constitutives du système. Donc, comme vous voyez, donc la seule population 2022, la ville de Winnipeg fait 750 000 et les autres trois villes qu'on a considérées étaient beaucoup plus petites. Là, je vous ai mis à quelle distance ces villes sont de Winnipeg et combien on a fait des estimations. Ça, c'était assez compliqué, mais on a fait des estimations étant donné des données de voyage de routières. On a estimé le nombre de voyages par jour en moyenne entre les différentes villes et Winnipeg. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a considéré, dans ce cas, ce n'était pas un SLIR, on a considéré un SIR, mais il y avait une petite notion intéressante ici, c'est que dans le centre urbain, on suppose que l'incidence, c'est une incidence proportionnelle, tandis que dans les petites villes, qui ont une population beaucoup plus faible, ben, la petite ville va avoir une incidence qui est en action de masse. Parce qu'il est beaucoup plus facile dans une petite ville de rencontrer bien des gens, alors que dans le centre urbain, il est évident que vous n'allez pas rencontrer tout le monde. Donc on a estimé les taux de mouvement. Alors c'est une façon que vous pouvez utiliser. C'est une approximation très simple, mais qui bon, permet de mettre des nombres. Donc l'idée c'était globalement si j'ai un lieu X et qui est connecté à un lieu Y, donc j'ai un taux de mouvement de la ville X vers la ville Y. Alors si je suppose que toutes les choses sont égales par ailleurs, je suppose que rien ne change, je peux écrire que le changement de population dans la ville X
du fait du mouvement, elle est donnée par cette équation très simple, qui est plus ou moins la métapopulation la plus simple qu'on a vue au début, et je ne considère pas les entrées depuis notre ville, je considère seulement les sorties. Et donc, je résous cette équation très simplement, et après un jour, j'ai que après un jour, la population de X a varié de cette manière. Et le taux de mouvement de X vers Y, c'est donc moins le log de ces deux quantités. Et donc, si j'ai un nombre d'individus qui vont d'un lieu à un autre par jour, ben, je peux l'utiliser. Le nombre d'individus allant de X à Y tous les jours, je peux l'utiliser pour déduire un taux de mouvement. Et on fait ça entre toutes les paires de villes, et on trouve une valeur. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est ce graphique, et c'est ça où je voulais en venir. Donc, on a joué avec ça, on a étudié le problème mathématiquement, puis après, on a commencé à faire du numérique. Et un truc qui était un peu surprenant quand on faisait du numérique, c'est que on observait cette chose ici. C'est-à-dire que, en gros, ce qui se passe, c'est que quand Winnipeg varie, il conduit tout le reste du système. C'est c'est pas surprenant. C'est 750 000 personnes par rapport à 10 000 et tout ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait que, donc ça c'est la valeur de R0, la sensitivité de R0 aux variations des petits R0 individuels. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, de tous les lieux qu'on a connectés, il n'y avait que Portage la Prairie qui était en mesure de faire bifurquer le système si on ne faisait pas bouger la valeur de Winnipeg. Les deux autres, vous voyez que là, je fais varier les choses et rien ne se passe par rapport au R0 global. Euh, Ici, ça a un peu plus d'effet, mais là, j'ai quelques solutions, pas beaucoup, j'ai quelques solutions où je peux faire, je peux créer une épidémie dans le système global en agissant sur le R0 local dans ce lieu. D'accord? Et si vous vous rappelez les chiffres que j'avais, Paris, c'était le lieu qui était le plus loin, avec le moins de voyages par jour. Donc on ne comprenait pas ça. Mais en fait, quand vous y réfléchissez, ce qui se passe, c'est les maths qui posent problème. Enfin, c'est pas qu'elles posent problème, elles sont bonnes, mais euh, le problème, c'est que quand vous calculez la matrice de prochaine génération, si jamais vous supposez qu'il n'y a pas de mouvement, eh bien le R0 que vous obtenez, ça va être le maximum des R0, c'est-à-dire que les matrices se découplent complètement dans ce cas. Et ce que vous obtenez, c'est que le R0, c'est le maximum des R0 individuels. Donc, avec le moins de couplage, vous êtes le plus près de cette situation. Vous vous rapprochez de cette situation. À la limite, la situation, elle va être comme ci et comme ici, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec le max. Là, on n'est pas là, mais n'empêche que comme ce taux de mouvement est le plus petit, ben, c'est celui qui se rapproche le plus du cas. Ce que ça veut dire, c'est que mathématiquement, c'est vrai, parce que bien le R0 global, c'est à la limite ce max, et donc n'importe lequel de ces R0 locaux qui bifurquent fait bifurquer tout le système, même s'ils ne sont pas couplés, puisqu'on considère quand même le système dans sa globalité. Mais vous voyez le problème ici. Effectivement, quand on s'intéresse au numérique de façon un peu différente, là je vous montre donc R0 à gauche, vous avez R0, comment il dépend du mouvement et tout ça. Mais là, vous avez une illustration un peu différente. C'est-à-dire que là, nous, on regarde le taux d'attaque. Le taux d'attaque, on l'a déjà vu quand on parlait du modèle de Karma-Karma, c'est le pourcentage de la population qui est infectée à la fin de l'épidémie. Là, je ne regarde pas une épidémie, je regarde l'épidémie plutôt numériquement, le taux d'attaque, en regardant une période fixée dans le temps. Mais ce que vous voyez, c'est que, en fait, à part si le R0 est très très grand, le taux d'attaque ne change pas beaucoup. Donc ces situations qu'on voit, elles n'ont très peu d'effet sur l'impact de la maladie. Mais le R0 est plus grand que 1, donc on a une bifurcation. Donc le système global a une valeur de R0 plus grande que 1. Alors, enfin, je veux passer
un moment à vous parler de problèmes spécifiques aux métapopulations. Et je pense que je ferai le reste de la vidéo un autre jour. Donc, première chose que je trouve très intéressante avec les métapopulations, c'est ce que j'appelle les propriétés dynamiques héritées. Euh, en et la vie. Donc l'idée étant que j'ai un modèle pour la dynamique dans un patch. Bon, dans plusieurs patchs, mais je ne considère pas les patchs comme étant couplés. J'ai ce modèle, et ce que j'essaie de faire, c'est, je connais ce modèle, parce que les auteurs X ou les auteurs Y, voilà, ont publié un papier sur le sujet dans une population unique. Et je me dis, ah ben tiens, je vais placer ce problème dans un cadre de métapopulation. Je vais rajouter des taux de mouvement entre les patchs. Et je me dis, qu'est-ce que je peux prendre du travail des auteurs? Dans le sens, qu'est-ce que, quelles des propriétés ont-ils qu'ils ont prouvé? Est-ce que je peux prendre et ramener dans le cadre de ce grand système couplé? Donc, en fait, il y en a quelques-unes qu'on peut faire facilement. Par exemple, l'existence et l'unicité qu'on a fait dans le modèle SIS. Si vous l'avez pour un patch constitutif, ben vous l'avez pour tous les patchs en rajoutant la migration, l'invariance sous le flot, la bornitude, ça, tout ça, ça va. Après, par contre, il reste des problèmes beaucoup plus intéressants et beaucoup plus compliqués, qui sont, par exemple, comment est-ce que les R0 individuels que j'aurais calculé en utilisant cette équation sont liés au R0 global général pour l'ensemble du modèle. Et de façon encore plus compliquée, est-ce que si les auteurs ont prouvé la stabilité asymptotique globale dans leur modèle constitutif, je peux récupérer cette stabilité asymptotique globale dans les modèles couplés? Autre type d'exemple, par exemple, de choses dont je peux me préoccuper, c'est si j'ai un modèle qui, quand il est isolé, a une bifurcation à revers, qu'on a vu dans un autre cours. Que se passe-t-il quand je couple un ensemble de modèles qui ont cette propriété? Alors, on a montré avec Ducrot et Zongo que effectivement, on pouvait récupérer une propriété de bifurcation à revers dans un ensemble couplé, sachant qu'on avait une bifurcation à revers locale. Ça se fait pas beaucoup, mais c'est un problème qui peut être intéressant. Alors maintenant, un autre problème, disons le problème convers, le problème complémentaire au problème précédent, c'est le problème des comportements induits par les métapopulations. Alors dans l'exemple précédent, je disais, y a-t-il des comportements que je connais au niveau local et que je peux étendre aux métapopulations? Ici, je vais poser le problème inverse. Je vais dire, y a-t-il des propriétés que j'obtiens dans une métapopulation et qui n'ont pas lieu au niveau local? D'accord? Donc un exemple type, par exemple, ça serait celui que j'ai ici. J'ai un système qui est défini de façon tout à fait classique par rapport à son comportement, ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc dans le sens où, par exemple, si R0 est plus petit que 1, j'ai un équilibre sans maladie qui est globalement asymptotiquement stable, tandis que s'il est plus grand que 1, j'ai un équilibre endémique qui est globalement stable. Je mets tout ça dans une métapopulation et j'obtiens des solutions périodiques. Je précise, je ne connais pas de tel cas, je pense que de façon assez générique, on peut prouver que ça n'a pas lieu, mais c'est un problème très intéressant, à mon sens, qui vaudrait le coup d'investiguer. Alors, de façon un peu plus simple que euh, ajouter de la périodicité, rien qu'un truc comme ça. Donc, ce que j'appelle un équilibre mixte. Donc, y a-t-il des situations dans lesquelles certains patchs sont en équilibre sans maladie et les autres sont en un équilibre endémique? Donc, je me place dans un équilibre. Okay, je suppose que ma métapopulation est à l'équilibre et je demande, y a-t-il des situations dans lesquelles on a coexistence, si on veut, d'équilibre endémique et d'équilibre sans maladie?
Donc ça, c'est ce que j'appelle un problème d'équilibre mixte. Pour ça, on peut faire un petit peu. Donc je vais vous donner quelques idées du genre de problème qui se pose. Donc je vais dire un patch est vide. Donc là, c'est les équilibres au niveau patch. Donc un patch est vide si il est vide. D'accord. Euh, il est à l'équilibre sans maladie si j'ai un certain nombre de patchs, pardon, de compartiments qui sont positifs et d'autres qui sont zéro. Et finalement, on va dire que c'est un équilibre endémique. Si, donc cela, ça correspond au compartiment infecté. D'accord. Rappelez-vous, là, c'est la forme générale d'une métapopulation. Donc j'ai les patchs susceptibles, les patchs infectés. Pardon, euh, les compartiments susceptibles et les compartiments infectés. Euh, et donc là, c'est les compartiments susceptibles ou non infectés et les compartiments infectés. Les compartiments infectés sont tous à zéro. Les compartiments susceptibles sont pas forcément tous à zéro, mais au moins il y en a qui sont positifs. Et finalement, le dernier truc, c'est j'ai un équilibre endémique si tous les compartiments sont positifs. Maintenant, je vais prendre ces équilibres et je vais les regarder au niveau de la métapopulation. Donc un équilibre de métapopulation sans population, c'est un équilibre où tous les patchs sont vides. Un équilibre de métapopulation sans maladie, tous les patchs sont à un équilibre sans maladie. D'accord. Et un équilibre de métapopulation endémique, pardon, et les mêmes compartiments sont positifs ou non, strictement positifs ou non. Et un équilibre de métapopulation endémique, à tous les patchs à un équilibre endémique. Et donc un équilibre mixte maintenant, c'est un équilibre de métapopulation où tous les patchs sont un équilibre sans maladie, mais ce n'est pas un équilibre sans maladie de métapopulation. Je vais expliciter ça. Ou bien il y a au moins deux patchs qui sont un équilibre de type différent. Donc par exemple vide, sans maladie, ou endémique. Donc un exemple serait deux modèles SIR, enfin deux patchs, chacun avec un modèle SIR, dans lequel l'un des patchs aurait R égale à 0 à l'équilibre, et l'autre patch à l'équilibre sans maladie, et l'autre patch aurait R strictement positif. Pardon, ça c'est un équilibre. Ça c'est le deuxième cas. Ça c'est j'ai un équilibre endémique sans maladie et un équilibre endémique. Et celui-ci, c'est le cas mixte au niveau des équilibres sans maladie, c'est-à-dire que celui-ci a S strictement positif et R égale à 0, et celui-ci a S et R strictement positifs. Tous ces deux cas sont mixtes. Et donc, ce qu'on trouve, c'est que, en fait, ça dépend de ce qu'on regarde, et que, par exemple, si on suppose que le mouvement est similaire pour tous les compartiments, donc c'est cette propriété qu'on a regardée un peu avant, quand je dis que les arcs sont soit tous présents, soit tous absents, mais les taux le long des arcs peuvent être différents. Ben, ce qu'on trouve, c'est que si par exemple on a un patch qui est vide, ben, tous les patchs qui sont A2P, c'est les ancêtres. Donc tous les patchs qui sont en avant, euh, en, en amont, disons, par rapport au mouvement, doivent aussi être vides. Si on a un patch qui est en un équilibre sans maladie, alors le système qui comprend le patch et tous les patchs ancêtres, donc tous les patchs en amont, c'est un ensemble étant un équilibre sans maladie de métapopulation. Si, l'équilibre endémique marche dans l'autre sens. Au lieu de regarder les ancêtres, on regarde les descendants. Donc là maintenant on regarde en aval du patch. Et donc si un patch est en équilibre endémique, alors tous les patchs qui sont descendants de ce patch sont aussi en équilibre endémique. Et en particulier, ce que ça veut dire, c'est que si l'un des graphes de il est fortement connu. Dernière chose, je pense que l'héritage, il y a des choses assez intéressantes à faire dessus. Euh, et Feng Shui, donc le Gamgang et salé, côté salé, on fait des trucs assez amusants là-dedans.
Un autre aspect que j'ai pas du tout détaillé ici, c'est le temps de voyage, donc le retard, ou bien une LP. Les événements pendant le voyage, c'est aussi, ça ajoute pas mal de complexité. Et une question que je trouve intéressante, c'est la suivante. Euh, Quel est le niveau minimum de complexité que vous ayez besoin dans une fonction? Vous voyez que là, j'ai fait des fonctions de mouvement qui sont dépendantes de l'état. Donc, c'est plus des mouvements linéaires, c'est des mouvements état dépendants. Et la question serait, ben, qu'est-ce qu'il va me falloir comme fonction là-dedans pour observer les comportements induits. Donc rappelez-vous, le comportement induit, c'est que je couple des systèmes qui ont un comportement donné et j'obtiens plus de comportements, plus de variété de comportements que dans ces systèmes que j'ai couplés.